Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde organisée par l'ANAP sur le lieu de soins et de vie durable de demain. Alors le titre est un peu énigmatique, il est vraiment très large. Et c'est pour une présentation qui va être plutôt technique et va rentrer dans les détails. Ah, faut que je parle plus près, pardon. Donc autour de la table, nous avons Constance Popwerker, qui est une architecte du groupe d'architectes YAF, qui est donc basée aux Pays-Bas. On a Géry Divry, qui est un des experts immobiliers de l'ANAP, qui travaille sur les sujets du coup d'EHPAD résilients, d'établissements résilients. On a donc un invité surprise qui est Monsieur Claude Brugière, qui est architecte et qui participe aux travaux de l'ANAP. Et donc moi je suis le maître de cérémonie pour cette petite table ronde, Émilie Lebé-Thomas. Je suis la responsable de la veille internationale de l'ANAP. Du coup, aujourd'hui, on va étudier plusieurs problématiques. Donc, la problématique de l'autonomie énergétique des établissements de soins et de vie. L'exemple du centre de soins autonome en énergie Rheinstadt des Pays-Bas par Constance. Et puis, la présentation du projet EHPAD durable de l'ANAP auquel contribue Claude et que Géry anime. Et puis, enfin, on vous annoncera le prix ANAP Architecture Hospitalière de l'Hôpital Durable. Du coup, je passe la parole à Géry. Très bien. Donc bonjour à tous. La problématique de la résilience des établissements de santé est un vrai sujet qu'en tout cas on travaille beaucoup à l'ANAP et cette résilience peut être multiple. Alors aujourd'hui on ne va pas traiter de toutes les résiliences, mais je me suis permis de faire une petite liste des résiliences essentielles auxquelles les établissements vont devoir faire face. Voilà, la résilience pour laquelle ils devront être efficaces. C'est donc les changements climatiques, bien évidemment, avec le réchauffement et l'accroissement d'épisodes climatiques particulièrement violents. Les pandémies et crises sanitaires qu'on a vécues il y a peu de temps et qui ont beaucoup impacté le fonctionnement des établissements et qui nous ont montré certaines faiblesses. La partie cyberattaque qui va être plus sensible sur des établissements très technologiques comme les hôpitaux, un peu moins sur les EHPAD, c'est clair, mais qui devient une problématique de fond. L'obsolescence des infrastructures qui paraît être, je dirais, intrinsèque à la problématique de la construction d'un bâtiment, mais on s'aperçoit que c'est une vraie problématique d'avoir des bâtiments qui soient durables et qui permettent d'absorber les évolutions, donc et de ne pas être obsolescents. Et puis une grosse problématique, mais qu'on va traiter aujourd'hui en particulier, la problématique des ressources énergétiques. Donc la problématique des ressources énergétiques, vous la connaissez tous parce qu'il y a 2 ans, on a traversé une crise énergétique qui a été assez importante et cette crise énergétique a beaucoup impacté les établissements de santé. Donc la résilience à ces crises fait partie du cahier des charges de notre réflexion. Allez. Alors pour juste poser la problématique de l'autosuffisance énergétique, qui est un sujet sur lequel on va travailler aujourd'hui, qu'on va vous présenter, c'est l'autosuffisance énergétique d'un établissement. Ça paraît un peu utopique, mais on va voir qu'il y a pas mal d'évolutions récentes qui commencent à nous permettre de l'imaginer et de s'en rapprocher. Donc là rapidement on voit les problématiques d'un bâtiment énergétique. Donc là on a repris l'EHPAD qui vous sera présenté à la fin. Et on voit qu'il y a beaucoup d'énergie qui sont apportées au bâtiment par l'extérieur, par les panneaux, par les apports solaires directs, des déperditions ou des apports par le traitement d'air, la ventilation. Beaucoup d'apports internes qui sont liés à l'occupation des locaux et puis tout le matériel qui est dedans. Voilà. Et puis on a les déperditions des parois qui sont un grand classique des bâtiments plus ou moins bien isolés. Voilà. Et on s'aperçoit que la problématique est un peu différente en été et en hiver, puisque en été, on essaye de compenser les apports, alors qu'en hiver, on essaye de les exploiter. Thermique, moi je parle. Donc une des problématiques aujourd'hui qu'on rencontre quand on commence à réfléchir, avant de vous donner 2 exemples qui vont vous montrer comment on essaye de résoudre ce problème, la problématique de l'énergie
si on veut utiliser de l'énergie renouvelable. Alors l'énergie renouvelable, essentiellement aujourd'hui qu'on va proposer, c'est du solaire. Et pourquoi on est parti sur du solaire? Parce que c'est assez reproductible quel que soit le site, et calculable et anticipable quel que soit le site. Il y a peu de nuisances. Donc une éolienne, vous allez avoir du mal à la mettre en centre-ville ou en milieu urbain. Et puis les biomasses qui sont aussi bien poussées, la biomasse on peut pas en faire partout. Et entre autres dans les milieux urbains, c'est compliqué. Voilà. Donc on essaie de s'appuyer sur la solution solaire. Donc la solution solaire, comme on le verra à la fin, elle a un grand intérêt, c'est que il y a une chute des coûts énorme d'investissement en quelques années. Donc c'est à creuser. Ce qu'on voit, c'est que pour pouvoir couvrir les besoins d'un établissement ou d'un bâtiment en hiver, donc vous avez la courbe à droite là, il faut avoir une installation qui est excédentaire, mais plus qu'excédentaire en été. Donc on va voir le ratio entre finalement ce que vous voyez en marron qui est la consommation de l'établissement en tenant compte de la clim. Vous voyez des petits pics en plein milieu d'été. Là c'est une année qui est représentée. C'est la clim. On s'aperçoit que sur la grande masse, on peut produire 5 à 6 fois les besoins énergétiques en plein été. Alors que on va en manquer en hiver. Et on n'arrivera pas à compenser en hiver. C'est pour ça que l'autonomie totale nécessite un travail sur le stockage. Ce que vous voyez en dessous, là, dans le graphique à droite, c'est sur les simulations qu'on a faites, c'est les besoins en chauffage par des pompes à chaleur en rouge, en bleu les besoins en rafraîchissement et en jaune l'exploitation au maximum du free cooling, donc la possibilité de ventiler quand l'air frais extérieur et quand l'air extérieur est plus frais que l'air intérieur. Et sur la gauche, vous avez deux graphes qui vous montrent l'énergie produite pour la même installation sur une journée moyenne de janvier ou de décembre dans ce cas-là et une journée moyenne de juin. Et comme vous pouvez le voir, en janvier on couvre à peine quelques heures, ou en décembre, et en juin on est largement excédentaire. Voilà. Donc c'est une des grosses problématiques. On a un apport d'énergie qui est discontinu, qui n'est pas homogène dans l'année et qui n'est pas homogène dans la journée. Or, on a des besoins qui, eux, sont, on va dire, constants, même s'il y a des pics. Hop, hop. Voilà. Donc, une des solutions on va creuser, que vous verrez dans les exemples, ça va être le stockage. Donc, le stockage, pendant longtemps, c'est une solution qui a été un peu écartée parce que techniquement, elle était complexe et elle était très chère. Donc là on a deux types j'en présente deux mais j'en cite plus et entre autres je ne présente pas le stockage à hydrogène mais que présentera Constance tout à l'heure sur leur projet la capacité qu'on a de créer de l'électricité avec de l'hydrogène et de créer de l'hydrogène avec de l'électricité, donc la possibilité de stocker dans un réservoir d'hydrogène. Là on est parti sur une solution nous de batterie électrique et on a aussi exploré la solution dite de batterie thermique. Alors la batterie thermique, c'est sûr, elle ne va pas vous stocker de l'électricité, mais elle peut vous stocker de la chaleur. Donc il existe plusieurs systèmes de batteries thermiques. Ceux qui deviennent à la mode et dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est les batteries à sable, par exemple. Mais c'est des batteries assez compliquées à mettre en œuvre, même si elles sont simples en principe. En gros, on prend un gros paquet de sable, on l'isole, on met beaucoup d'isolant autour et on fait monter la température du sable. Et quand on a besoin, on vient récupérer la température de l'énergie dans le sable. On peut faire monter le sable à 500 degrés. C'est le gros avantage du sable par rapport à l'eau où on est un peu limité si on veut pas faire de la vapeur. Donc c'est une technologie qui a été déjà mise en œuvre. Il y a quelques sociétés qui se sont lancées dedans. On s'est aperçu qu'en tout cas, il fallait une masse tellement importante qu'il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions dont on va parler. Pour les batteries électriques, là on a fait un exemple, avec un stockage de 1 MWh, qui était un stockage un peu inabordable et inimaginable il y a peut-être 5 ans, voilà, et qui aujourd'hui devient abordable. Donc c'est un sujet qu'on met sur la table. Voilà. Donc ceci dit, voilà, vous avez la problématique, comment on stocke de l'énergie pour amortir les creux et les bosses que vous avez vus sur la production, et est-ce qu'on peut le faire sur une année complète? C'est à cette question qu'on va essayer de répondre dans les deux projets qu'on va vous présenter. Donc je vais passer la parole à Constance qui, elle, va nous parler du projet néerlandais. Voilà. Donc, je vais vous parler du projet du centre de soins ambulatoire de Rijnstadt. On m'entend là, c'est bon?
Plus fort, ok. Et pour situer un petit peu, l'hôpital de Rheinstadt en fait est situé dans l'est du pays, des Pays-Bas. C'est on va dire que c'est pour situer un petit peu, pour donner pour se donner un petit peu une idée de la taille du bâtiment. C'est un bâtiment qui fait à peu près 13 000 m² et qui ne concentre que des soins ambulatoires. En fait, la région de Rheinstadt comprend un petit peu à peu près 400 pour donner une densité, pour un petit peu comparer, savoir de quoi on parle, à peu près 400 habitants au kilomètre carré. Pour toutes les régions françaises, on part sur un panel entre 70 à 180 habitants au kilomètre carré, donc il y a quand même une densité de population assez importante, et l'hôpital de Rheinstadt en fait est l'un des centres hospitaliers le plus important de la région. Il a en fait 3 sites. Le site de Arnhem qui comprend en fait tous les soins de critique, les soins d'urgence, le centre de Rheinstadt-Sevenach où il y a les soins qui sont moins complexes et non urgents, et le 3e, le site de Elst qui comprend en fait toutes les consultations externes et les traitements de jour. Donc c'était aussi un peu une stratégie de l'hôpital d'avoir trois sites différents. L'hôpital, en fait, on l'a déjà présenté lors des JAS de Menton en 2022. Il a été livré en fait à l'été 2023 et il s'inscrit dans un développement du Green Deal aux Pays-Bas dans le secteur de la santé, qui se traduit en fait en 2015 avec les premières initiatives autour du secteur de la santé, avec des premières perspectives autour de la durabilité. Et en fait, l'hôpital de Rheinstadt s'inscrit en fait dans le Green Deal 2 de la période 2018-2022, où en fait les premières étapes, on va dire plus concrètes, ont été formulées, et on est maintenant dans le Green Deal 3. En fait, le Green Deal 3 correspond aussi aux ambitions de l'État néerlandais d'arriver à une utilisation des matières premières d'ici durable, d'ici 50% à 2030, et de maximaliser tout ça jusqu'à 2050. Et donc, dans la perspective de Rheinstadt, ils ont dû formuler en fait leur feuille de route dès la fin 2019-2020, où ils ont exprimé leurs objectifs très précis en termes de durabilité, et ça se traduisait par des objectifs d'être autonome le plus possible, d'utiliser aucune énergie fossile, et de produire sa propre énergie sur son propre terrain. Donc tous ces objectifs, ils les ont formulés dans leur feuille de route accompagnée par le Green Deal. Donc voilà tous ces objectifs. Des objectifs très forts et portés par la maîtrise d'ouvrage. Donc la maîtrise d'ouvrage s'est entourée d'une maîtrise d'œuvre, on va dire classique, avec architecte, BET, technique spéciale et physique du bâtiment, mais aussi des experts en hydrogène, dont Heimaters et Unica. Unica en fait qui faisait plutôt la relève au niveau des installations techniques, et Heimaters qui était là pour accompagner la maîtrise d'ouvrage pour tout ce qui était on va dire la mise en place du processus et de la vraie réflexion sur une vraie implémentation d'un hôpital qui va vers la neutralité climatique. Donc, comme je le rappelais, le centre de soins, en fait, est un soin purement ambulatoire. Donc, il n'y a aucun lit dans ce bâtiment, ce qui change aussi la donne sur la demande énergétique de ce bâtiment. Il y a toutes les consultations externes. Il y a quand même 2 salles d'opération puisqu'il y a les traitements de jour. C'est aussi un centre de réunion avec un laboratoire, un IRM et un scan. Donc il faut vraiment voir ça comme un bâtiment, on pourrait presque dire un bâtiment tertiaire avec quelques équipements techniques. Ce qui est donc la réponse, la question en fait de la maîtrise d'ouvrage sur ce bâtiment-là, c'était comment répondre à une énergie, comment répondre à quelle est la, on va dire, je vais répéter, je reformule, quelle est la consommation énergétique optimale de ce bâtiment.
Et donc les ambitions et cette demande énergétique ont été formulées. Il y a différents scénarios qui ont été mis en place et effectivement les budgets comme on en parlait. En fait, l'idée c'est au sein de toutes ces mises en place de scénarios et de simulations, les équipes d'ingénieurs ont mis en parallèle en fait les investissements des différentes techniques et le TCO, donc c'est le Total Cost of Ownership. Donc en fait, c'est l'exploitation des installations techniques, leur rendement et au final le retour sur investissement calculé en fait sur les 15 années de fonction des installations. Et au final, l'option retenue en octobre 2020 consiste en fait à une pompe à chaleur, à peu près 2600 m² de panneaux solaires, un électrolyseur, les piles à combustion et 2 réservoirs hydrogène. En fait, les 4 derniers éléments, c'est là qu'il y a différents scénarios qui ont été proposés. Et au fur et à mesure de ces scénarios, soit l'électrolyseur devenait plus important, soit les piles à combustion avaient une puissance plus importante, et etc. Et en fait, la balance cherche à l'équilibre, le bon équilibre, cherche à savoir dans quelle mesure l'hôpital va être le plus autonome possible et dans quelle mesure on arrive à équilibrer les coûts d'investissement de ces installations. Donc le système finalement il est assez j'ai envie de dire qu'il est assez simple, mais en fait c'est une combinaison de différentes techniques, les unes couplées aux autres. Donc en fait l'énergie principale vient de l'énergie solaire, donc les panneaux solaires qui permettent l'approvisionnement en énergie de l'hôpital. Et donc vous avez au milieu, je sais pas si j'ai un pointeur, si j'ai un pointeur là, vous avez l'Energy Management System qui est en fait un système de régulation intelligent qui va pouvoir déterminer dans quelle mesure l'électricité va être soit envoyée vers les pompes à chaleur, soit envoyée vers l'électrolyse pour aller passer en fait alors je passe au schéma suivant qui explique encore plus en détail la technique mise en place. Donc j'ai presque envie de me lever pour montrer ce que je peux pas. Donc vous avez les panneaux solaires là, les 2600 m² qui vont produire en fait de l'énergie pour alimenter en principal les pompes à chaleur qui sont là pour tout ce qui est refroidissement et chauffage du bâtiment, sachant que le bâtiment il est pensé comme un bâtiment qui fonctionne que les jours ouvrables et de 9h à 18h. Donc encore une fois, la remise en question d'un bâtiment de santé sur une demande d'énergie à un moment donné. Donc tout ça aussi, ça veut dire que le calcul des puissances des différents systèmes est basé aussi sur cette demande particulière. Et donc après, vous avez l'électrolyse. L'électrolyse qui va permettre en fait de détacher les molécules grâce à un courant d'électricité qui va permettre de détacher les molécules en oxygène et en hydrogène, et l'hydrogène qui va être on va dire stocké dans les réservoirs, et après grâce aux piles à combustion l'énergie en fait qui a été stockée dans l'hydrogène pourra être reconvertie au moment où les panneaux solaires ne fournissent pas assez d'électricité, pourra être reconvertie en électricité. Après, il y a un petit détail, c'est la ligne rouge qui est ici. En fait, qui est souvent ce qui est décrié dans le système à l'hydrogène, c'est sa déperdition du système, la déperdition en énergie. Et en fait, là, l'intelligence aussi de toute cette installation technique fait que la chaleur qui est produite par les piles à combustion au moment de la reconversion de l'hydrogène est aussi utilisée pour alimenter les pompes à chaleur. Tout ça pour trouver l'optimum maximum. Et alors du coup, je passe à la slide suivante. Ah, je reviens en arrière, ça va pas. Là, vous voyez en fait les réservoirs. Donc il y a deux réservoirs qui ont été installés. Ce sont, on va dire paradoxalement, c'est une entreprise française qui fournit ces réservoirs. Et ce qui est important de comprendre en fait dans ce bâtiment-là, c'est que toute la consommation d'énergie est
on va dire que le système à hydrogène est là pour créer de l'énergie durable et puis pour compenser en fait le moment où les panneaux solaires ne fournissent pas assez d'énergie, mais tout est calculé aussi pour être optimum au niveau de la consommation. C'est-à-dire que l'enveloppe du bâtiment est le plus isolé possible. Vous avez du vitrage triple. Les espaces sont faits pour avoir le plus de lumière naturelle. Le plus de lumière naturelle, ça veut dire moins d'électricité pour éclairer. Vous avez des sensors au niveau des salles de consultation pour savoir le nombre de personnes qu'il y a dans la pièce et du coup traiter tout le système de ventilation et de température en conséquence. Donc en fait la durabilité elle se situe aussi là-dedans dans l'intelligence aussi des usages et la conséquence que ça a dans la réponse architecturale. La durabilité, elle va être aussi dans tout ce qui est autour, c'est-à-dire comment arriver au bâtiment. Tout est fait pour stimuler le plus possible on va dire l'accès aux pistes cyclables et surtout en fait après à la gare et arriver en fait avec des moyens de transport écologiques. Tout ça fait partie de la démarche pour diminuer le plus possible l'empreinte carbone de ce bâtiment-là. Donc vous voyez en fait ici dans une petite vidéo. Ah, j'avais une petite vidéo. Bon, tant pis. Pardon. Elle a dû sauter, c'est pas grave. En fait, tout est prévu pour être le plus standardisé possible dans ce bâtiment. Finalement, il faut voir aussi que la réponse à hydrogène, elle est là pour donner une réponse technique, mais en fait, on voit aussi que il y a un investissement qui est important, mais l'investissement, il est vu aussi comme quoi c'est un investissement au niveau du patrimoine immobilier. Le bâtiment pourrait très bien être converti comme un bureau si c'était nécessaire. Ce qui est important en fait de comprendre dans ce bâtiment, c'est que Randstad a effectivement investi dans l'hydrogène. Il est vu même aux Pays-Bas comme étant un projet pilote, assez pionnier en la matière. Et en fait, c'est de la résilience que Randstad a acheté. C'est de la flexibilité. C'est de la flexibilité au niveau de son programme et de la flexibilité aussi au niveau de ses installations, parce que maintenant il arrive à une autonomie de 60%. En maintenant, et elle pourra être décuplée en fonction du nombre de bonbonnes à hydrogène qu'il pourrait être ajouté. En fait, sur le terrain, ils ont déjà prévu d'avoir au moins une 3e bonbonne qui pourra augmenter la capacité de stockage en hydrogène. On en a reparlé avec Géry aussi. Ça pourrait se faire aussi à moyen de piles qui pourraient venir à la place du bonbonne à hydrogène. En fait, tout ça, c'est de la modularité aussi qui est installée dans les installations techniques qui sont déjà prévues à cet effet. Donc en fait, dans les premières conclusions qu'on voit et qu'on peut tirer de ce projet-là, c'est tout d'abord de formuler des objectifs concrets et une feuille de route dès le début. La maîtrise d'ouvrage avait vraiment un objectif très fort. Elle n'a jamais, j'insiste là-dessus, elle n'a jamais fait de compromis sur ses premiers objectifs. Trouver le bon équilibre entre la consommation. Donc l'idée, c'est de pas savoir de combien d'électricité on a besoin pour un bâtiment de 13 000 m², mais c'est de quelle énergie veut-on consommer dans ce bâtiment-là. Et ce n'est pas du tout la même question. Mettre en équilibre les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation. Sur une période de 15 ans qui finalement est assez dérisoire par rapport à la durée de vie du bâtiment. Et en fait, on va dire l'ingéniosité se situe dans la flexibilité, la modularité des installations et de l'architecture.
Et petit détail, mais qui est quand même assez important, il y a un investissement technique qui est important, mais après, il faut aussi que les personnes qui vont maintenir et qui vont servir qui vont s'occuper de la maintenance de toutes ces installations soient aussi emmenées dans la réflexion et qu'elles sachent gérer aussi ces installations. Parce que sinon, après, vous avez effectivement quelque chose de très intelligent, mais qui sur le terrain n'est pas géré comme de la manière la plus optimum. Voilà. Bravo Constance. Donc c'est un projet intéressant à regarder. Il a deux avantages. Effectivement, il utilise l'hydrogène, ce qui n'est pas une filière pour l'instant la plus retenue pour le stockage d'énergie, pour la raison qui est expliquée aussi Constance, c'est que le rendement de la chaîne hydrogène pour stocker de l'énergie électrique, il n'est pas bon. Enfin, il n'est pas bon. Il est de l'ordre de 30% quand tout va bien, en récupérant les calories et autres, ce qui n'est pas un rendement énorme, mais il a l'avantage de faire du stockage long terme. L'autre intérêt qu'on a là, c'est qu'on voit que c'est un bâtiment qui ne fonctionne que le jour, c'est-à-dire au moment où on a le plus d'énergie, donc on n'a pas l'énergie de nuit à compenser, donc ça a un avantage aussi, et ça limite les besoins de stockage. Le dernier point qu'on pourrait creuser sur la filière hydrogène, mais c'est vraiment, je le dis là parce que ça m'est venu à l'idée, c'est qu'effectivement en produisant de l'hydrogène, on produit aussi de l'oxygène. Alors aujourd'hui, les règles de la pharmacopée sont peut-être pas dans ce sens-là, mais on pourrait imaginer qu'il y ait une réflexion menée sur le fait de produire une partie de son propre oxygène, non pas en utilisant des concentrateurs comme c'est fait aujourd'hui, mais peut-être en utilisant le principe de l'électrolyse, ce qui compléterait sur un CH, qui permettrait d'avoir aussi une résilience en approvisionnement d'oxygène. Bon, ça c'est une piste. Maintenant que je l'ai en tête, je vais essayer de la creuser. Voilà. Et donc on va basculer sur un deuxième sujet, si ça veut bien passer. Voilà. Voilà. Sur un deuxième projet, donc je vais simplement poser un peu l'historique. Enfin la. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, je suis allé trop vite. Voilà. C'était de se dire, tiens, bon maintenant, il y a plein de technologies qui existent, éprouvées. Hein, le solaire, c'est relativement éprouvé. Les batteries maintenant électriques, c'est relativement éprouvé. Les pompes à chaleur, ça marche bien. Si on mettait tout ça dans un bâtiment qui a une particularité, cette fois, c'est de prendre un bâtiment, un EHPAD. Pourquoi un EHPAD, hein? Parce qu'un EHPAD, c'est prévisible. Il n'y a pas plus prévisible qu'un EHPAD comme bâtiment. Presque tous les EHPAD ont leurs résidents qui se lèvent à la même heure, qui mangent à la même heure, qui se lavent à la même heure, qui font des activités à la même heure. Et ça, que ce soit dans le nord ou dans le sud de la France, c'est à peu près toujours la même chose. Donc comme il est très prévisible, il est assez facile à modéliser en termes de consommation horaire. Parce que là, on va voir qu'on ne peut pas raisonner en masse globale d'énergie le jour, la nuit. Non, il faut raisonner de façon fine. Et donc, on a décidé de raisonner avec une maille horaire. Donc, on a dit, on va lancer un projet. Et comment on a lancé ce projet? On a dit, bon, on fait un groupe de travail. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'ANAP a ce qu'on appelle le laboratoire de la performance immobilière, qui est un laboratoire ouvert à toutes les personnes qui sont dans l'acte de construire. Il suffit qu'ils en fassent la demande et on les rajoute dans notre liste. Et donc, on a fait un petit appel à projet au sein de ce laboratoire. Est-ce qu'il y en a que ça intéresse de travailler sur un EHPAD autonome en énergie? Et on a eu plusieurs réponses. On a eu beaucoup de monde qui ont répondu, essentiellement. Et donc, vous avez la liste sur la droite du groupe de travail qui a été composé, où on a pris 3 architectes, dont Claude représente les 3 aujourd'hui parce qu'ils pouvaient pas tous être là. Il y avait 2 bureaux d'études. On avait des industriels comme Engie, ETT pour les pompes à chaleur, Atlantique, Bouygues Construction parce qu'ils font pas mal d'EHPAD aussi, Schneider Electric et Mastin Énergie. Et on avait, bon, en plus de l'ANAP qui évidemment gérait le truc, il y a l'ADEME aussi qui s'est greffé pour nous apporter aussi leurs compétences. Donc c'est un groupe assez polyvalent et comme je le dis toujours, ces groupes-là, ils sont pas fermés. Si vous vouliez les rejoindre, là on est bien avancé, mais si vous vouliez vraiment le rejoindre, vous pouvez le rejoindre. Il suffit de nous le demander. Et donc on a demandé aux architectes de nous modéliser un EHPAD de 100 lits. Donc on va peut-être passer à la slide suivante où on va voir ça. Hop.
Voilà, un EHPAD de 100 lits situé dans une zone climatique relativement neutre. On a pris le 45e parallèle, pas être complètement dans le nord ou alors en Hollande où ils ont absolument pas de soleil, et pas non plus sur la Riviera où franchement il y en aurait eu trop. Donc on a essayé de trouver une solution intermédiaire pour pas dénaturer le projet. Et on a fait un programme journalier de fonctionnement de l'EHPAD toute l'année avec des directeurs d'EHPAD qui font partie du groupe de travail. Et on a aussi pas mal de données qui viennent du tableau de bord médico-social que la NAP a initié. Et nous, on a les données, donc on peut récupérer les consommations énergétiques majeures de l'ensemble des EHPAD de France. On a demandé aux architectes de travailler, donc je vais passer juste la parole à notre ami Claude qui va représenter les trois bureaux, les trois cabinets qu'on a vus tout à l'heure, qui étaient AIA, Sanae et toi-même. Ouais. Voilà. Et juste 2 minutes en gros, ce qu'on vous a demandé de faire. Bonjour à tous. Donc moi je suis représentant évidemment donc de Maud Grandperret de l'agence Sanae et puis de Jérôme Bataille de l'agence AIA avec qui on a travaillé sur ce dossier. Et puis derrière membre de l'UAFS qui travaille régulièrement avec la NAP pour justement développer et faire avancer, avoir un retour sur les projets qui soit un retour de terrain et en élargissant un maximum nos prises de données et les retours qu'on puisse avoir. Donc ça c'est alors déjà 2 minutes sur le labo. Il a été présenté, mais c'est vrai que moi en tant qu'architecte dans mon agence on a développé un certain nombre de projets, mais là on se retrouve dans une situation de réflexion commune avec des ingénieries qui sont entre guillemets de haut niveau. Et là, on se pose pour arriver à travailler sur ce projet, qui est un projet qui est quand même très ambitieux. Donc ça, c'est extrêmement important. Pour nous, ça permet de se poser un petit peu sur qu'est-ce qu'on fait. Il y a beaucoup de recherche et développement, et c'est ce qui nous permet de faire avancer les choses. On a un retour d'expérience qui est super riche, et ça, c'est vrai qu'en situation de projet, on n'a pas, en agence, c'est un petit peu différent. Voilà. Sur ce travail, il y a... Alors, le meilleur exemple, c'est celui que nous a montré Constance sur ce projet-là, puisque derrière, la question, c'est comment arriver à intégrer, je dirais, les techniques qui nous permettent de faire de l'architecture. Voilà. Et ça, on s'aperçoit que notamment avec le développement du panneau solaire, c'est quelque chose qui est essentiel. Et la question, c'est comment arriver à intégrer cette technique pour que derrière, ce ne soit pas une usine à gaz, ce ne soit pas trop impactant à la fois sur l'aspect, sur la vie, sur la qualité des espaces, et puis derrière, sur l'intégration, on va dire, de ces éléments-là. Voilà. Donc ça, c'est un vrai gros travail qui est fait. On s'aperçoit que les projets, maintenant, sont devenus des projets techniques, et c'est la façon dont on va intégrer ces éléments-là qui va donner leur qualité. Voilà. Vous voyez ici des exemples qui sont aujourd'hui en cours. Le travail, la réflexion, elle est permanente à chaque séance. Et à chaque séance, on va aller un peu plus loin. Je crois que la présentation va être au mois de septembre au final. Oui, merci, effectivement. Donc on a fait plusieurs maquettes, on fait des maquettes 3D en gros de différents projets, en s'appuyant aussi sur les recommandations de la NAP en termes d'organisation des locaux et tout pour l'EHPAD, de façon à ce que ça soit un projet concret. Hein. Et là c'est un des exemples d'une intégration des panneaux solaires de façon complète en toiture et sur une ombrière. Et donc la méthode qu'on a utilisée, on va aller rapidement parce qu'il nous reste un temps limité. On a décidé de ne pas travailler sur des données théoriques, mais de prendre une année de référence. Et donc on a récupéré les données climatiques de référence de l'année 2023 sur la zone qu'on avait choisie, et dans lequel on avait non seulement évidemment les températures, mais on avait aussi l'ensoleillement réel, c'est-à-dire jour par jour, heure par heure, on savait quelle était l'intensité lumineuse qui était émise, ce qui nous permettait de faire quelque chose d'assez réaliste. Voilà. Et donc ça permet de comparer les différents scénarios sur une base de climat constante. Après, on a fait la modélisation initiale dont on a parlé. On a exploré les solutions techniques dont on a parlé sur la production d'énergie, sur les solutions de production thermique et d'eau chaude sanitaire, on reviendra dessus rapidement, et la détermination des différentes solutions de stockage que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. Donc nous, on n'est pas parti sur l'hydrogène, on a essayé la batterie thermique pour voir en la simulant. Finalement,
on va privilégier l'inertie du bâtiment à la place. C'est un stockage d'énergie thermique qui coûte moins cher puisque c'est la masse du bâtiment et qui est très efficace. Et le dernier point, évidemment, on est passé sur de la batterie électrique. Voilà. Alors, une des étapes qui était assez importante, c'est qu'il existe des simulateurs thermiques, de modélisation thermique d'un bâtiment, mais nous, on avait plein d'autres questions à poser. Et qui sont pas dans ces simulations de logiciels. C'était la puissance instantanée du panneau toutes les heures, qu'est-ce qu'ils allaient donner en fonction de leur exposition, intégrer ça dans le modèle, les déperditions, les productions d'eau chaude sanitaire qui, au lieu d'être sur une boucle, qu'on a l'habitude de le faire, mais on s'est aperçu que les boucles consommaient beaucoup trop d'énergie au regard du nombre de douches données dans un EHPAD. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans un EHPAD, la moyenne, c'est une douche par résident et par semaine. Donc, vous imaginez bien que on consommait beaucoup d'eau dans la boucle pour finalement une très petite consommation, donc c'était pas énergie, enfin au niveau de l'énergie, c'était pas du tout efficient. Tout le travail sur l'éclairage, bien évidemment, et les expositions et les occultations, et tout ça, on voulait pouvoir le faire modifier à tout moment et rapidement. Donc, on a décidé de faire un simulateur nous-mêmes. Donc, on a écrit un simulateur entièrement sur Excel, une très grosse macro qui prend tous les paramètres d'exposition des parois, des déperditions, et qui nous a permis de faire plein de simulations qui nous permettent de commencer à atteindre certaines conclusions. Je vous ai bien dit que c'était un point d'étape, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini ce travail, mais c'est un travail qui est intéressant. C'est pour ça que je dis que vous pouvez nous rejoindre si vous jugez que ça vous intéresse. Voilà le simulateur qu'on a fait, qui est capable donc d'intégrer à peu près tous les paramètres dont on a besoin, et qui nous donne à la fin les productions d'énergie électrique, les consommations d'énergie électrique heure par heure pendant un an, toutes les heures, jour et nuit, qui vous donne aussi l'énergie excédentaire que vous allez pouvoir revendre au réseau ou utiliser ailleurs parce que vous en avez trop produit, l'énergie dont vous avez besoin au moment où vous n'avez pas assez d'énergie que vous allez acheter au réseau. Il vous donne aussi les consommations de chaud et de froid des différentes packs. Donc tout ça, il le ramène sur un seul tableau et il nous donne en gros un coefficient énergétique. Vous voyez là, notre objectif c'est 90%. On s'est donné un seuil arbitraire, on dit 100%, ça coûtera trop cher, c'est trop compliqué. 90%, c'est atteignable. Et en fait, on arrive à atteindre sur le modèle 90% d'autonomie électrique, enfin d'autosuffisance électrique et énergétique. Ce qui est quand même très intéressant avec un bâtiment qui est rafraîchi avec des conditions climatiques qui sont entre 21 et 26 degrés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des EHPAD ne sont pas rafraîchis. Elles ont juste une zone rafraîchie. Et avec la problématique, je cite souvent de l'injonction contradictoire, si on avait une crise de 2003 de canicule simultanée et un Covid, on ne sait plus quoi faire parce que... Plus une coupure de courant. Plus une coupure de courant. Plus une coupure de courant. Là aujourd'hui, on dirait vous regroupez tous les gens dans la zone froide, mais sauf qu'il faut les laisser dans leur chambre parce qu'il ne faut pas les regrouper. Donc l'idée, c'est de se dire on va rafraîchir toutes les chambres. Voilà, donc c'est une idée. Donc pour avancer, parce que le temps avance... les premières tendances qui peuvent vous intéresser des sorties de là. Alors l'hypothèse retenue, donc on vous le donne, EHPAD de 100 lits, exigence d'isolation maximale, donc on a pris de l'isolation renforcée évidemment, on a pris du RE2020++, on a des parois qui sont à 7,5 en R et la partie toiture, dalle, elle est à 10, plus de 10. Donc c'est vraiment une grosse isolation par l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'on veut utiliser l'inertie du bâtiment au maximum. Et ce qu'on a pu simuler, c'est qu'en fait, sur un EHPAD qui est occupé H24, s'il y a un truc à retenir dans la conception, inertie du bâtiment. Il faut que le bâtiment soit thermiquement le plus inertiel possible. Donc de la masse, il faut créer de la masse. Les structures légères ne sont pas adaptées. Donc on avait 2000 m² de panneaux solaires sur les toitures, 2000 m² environ sur les parkings ou en ombrière, ça fait quand même 4000. Et avec le dernier modèle qu'on a vu, on est même à 4005. Voilà. Un stockage électrique important. On a fait plusieurs simulations et en gros on oriente vers 1 MWh de stockage de batterie. Ça fait une très grosse batterie, mais c'est faisable et c'est abordable économiquement, on va le voir. Des pompes à chaleur réversibles sur forage, c'est-à-dire géothermique, pour avoir un COP homogène sur toute l'année à peu près. Donc du réversible pour faire du chaud et du froid. Voilà, un vrai double flux débrayable. Pourquoi ? Pour pouvoir débrayer quand on fait du free cooling et à double vitesse, c'est-à-dire que vous ventilez avec récupération d'énergie dans la majorité du temps, et quand la température, vous avez besoin de fraîcheur et que la température extérieure est plus fraîche que l'intérieur, vous débrayez la récupération d'énergie et vous doublez la vitesse de l'air pour souffler de l'air frais dans le bâtiment, pour faire baisser la température, voilà. Et une production d'eau chaude sanitaire déportée, donc on a
supprimé la boucle et on est parti sur des petits stockages individuels électriques au dos des chambres, un pour deux chambres. L'avantage, on peut utiliser le soleil quand on en a plein pour charger ces stockages d'énergie et récupérer l'énergie du soleil au moment où on en a trop. Première conclusion, constatation, le modèle qui a été simulé, on a aussi simulé l'augmentation de la température, donc le réchauffement climatique. On a essayé avec 1 degré, plus 2 degrés, plus 3 degrés. Plus la température monte, plus le modèle est vertueux. Parce qu'en hiver, vous avez besoin de moins de chaleur, actuellement vous n'avez pas d'énergie. Et en été, là vous avez besoin de plus d'énergie pour rafraîchir, vous en avez plein. Donc le modèle, l'autonomie du modèle augmente avec la température extérieure. C'est anecdotique, mais c'est intéressant de le constater. On arrive à conserver une température de confort avec une grosse inertie entre 20 et 26 degrés toute l'année. Ça, c'est un gros plus. Même avec les plus 3 degrés qu'on a simulés tout à l'heure, que j'ai évoqué, on arrive à le faire. Et on arrive à être à 90% autosuffisant sur la totalité de l'année. On pourrait augmenter ça, mais il faudra augmenter la batterie. Mais pourquoi pas, c'est une question de coût. Les coûts, je vous en parle pas tout de suite parce qu'on a commencé à travailler dessus. Simplement, si on prend juste l'investissement batterie plus panneaux solaires avec les prix d'aujourd'hui et sans les minorer, on est à moins de 8% du coût du bâtiment, en surcoût. C'est amortissable sur entre 8 et 12 ans. Ouais. Entre 8 et 12 ans, c'est amortissable. C'est impressionnant. Voilà. Ridicule. Ça paraît pas beaucoup, oui. Ce qui est ridicule par rapport à la vie du bâtiment. Simplement, il y a un coût qui n'est pas pris en compte dans ce que je vous dis et qu'on est en train d'évaluer. C'est le surcoût lié au supplément d'isolation. Donc là, on va l'étudier pour savoir ce qui coûte, ce supplément d'isolation. Et le coût de faire une pompe à chaleur sur forage, sur nappe. Je compte pas le coût de la pompe à chaleur comme un surcoût puisque la RE20 qui arrive et autres, elle a imposé les pompes à chaleur. Donc ça sera pas un surcoût, ça sera obligatoire. On peut plus utiliser le gaz. Donc on considère qu'il y aura une pompe à chaleur. Mais le fait qu'elle soit pas une RO, que ça soit une OO sur forage, il y a un surcoût sur les forages qu'on est en train d'estimer. Ça c'est encore un surcoût qu'on maîtrise pas encore. Pas complètement. Voilà. Donc l'approche de la résilience est importante parce qu'on a une résilience vis-à-vis des potentiels énergétiques et potentiels pénuries et augmentation du prix de l'énergie. Plus le prix de l'énergie augmente, plus le projet devient rentable. On va pas le souhaiter, mais c'est vrai, voilà. Plus la température augmente, plus le projet devient rentable. Et on peut gérer le blackout sans groupe électrogène si on dimensionne la batterie de façon intelligente, peut-être en l'augmentant un peu. On peut avoir jusqu'à 24 heures d'autonomie sans groupe électrogène, ce qui est pas mal. Et évidemment, on a vu qu'on pouvait augmenter la température. Voilà. Les technologies, c'est pas des technologies qu'on vous sort d'un chapeau et tout. C'est toutes des technologies qui existent, qui sont éprouvées. On a pris que des choses qui existent pratiquement sur étagère. Voilà, donc ça c'est important de se le dire. Il y a même des techniques qui sont vieilles. Voilà. Le gros travail, ça va être de les rassembler ensemble et de faire une gestion technique du bâtiment qui les exploite au mieux. C'est ça qui va être le vrai challenge. Voilà. Et en économie, on économise toute l'énergie qu'il aurait fallu acheter au réseau. C'est pas mal. Sur un EHPAD, par exemple, c'est à peu près 140 000 € par an, déjà, d'économiser. Puis on rajoute ce qu'on arrive à revendre au réseau quand on n'a plus d'énergie. Donc là, c'est pareil. Et il y aurait même le cas technique, on pourrait dire, s'il y a un EHPAD et sur le site d'un centre hospitalier à côté, l'excédent, plutôt que de le revendre à EDF, elle l'envoie sur le CH. Et là, le gain, il est multiplié par 3, parce qu'entre le prix de rachat et le prix d'achat, on a à peu près un facteur de 3. Donc ça sera encore meilleur. Voilà. Et dernier cerise sur le gâteau, parce que j'arrive à l'heure, c'est de dire, c'est bien, mais en plus, les panneaux solaires, ils font que baisser. On faisait une petite étude l'autre jour, on pourrait le prix des panneaux solaires, c'est devenu n'importe quoi. Il baisse. Aujourd'hui, c'est moins cher de faire un bardage, une clôture en panneaux solaires que d'aller acheter des panneaux en bois préformés pour faire joli. Les panneaux solaires coûtent moins cher au mètre carré. Vous pourriez même imaginer un bâtiment dont le bardage, isolation par l'extérieur, dont tout le bardage serait des panneaux solaires, ça coûterait pas plus cher que de mettre de la pierre agrafée, voire moins. Pour vous dire qu'il y a une réflexion à mener maintenant, les architectes, sur et si j'intégrais ça tout de suite dans ma réflexion conceptuelle, puisque ça devient un matériau qui est exploitable. Voilà. Et pareil pour les batteries sont en chute libre en coût, donc ça aussi c'est intéressant. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, dernier point pour pas rater. Donc la NAP et la revue Architecture Hospitalière, ils sont aperçus que ça serait intéressant de stimuler des projets de ce type-là, des projets résilients,
des projets durables. Donc on lance un concours, un prix sur les bâtiments durables. Donc on appelle évidemment les établissements qui ont un projet soit en cours, soit réalisé et qui veulent répondre. Et aux architectes d'aller voir aussi leur maître d'ouvrage en disant on va répondre ensemble, enfin voilà. Et les critères, ça va être la résilience, donc résilience aux crises, durabilité, c'est-à-dire les choix des matériaux, tout ce qui a été fait pour essayer de baisser un peu le bilan carbone, l'efficience, coût énergétique et autres, et l'évolutivité, parce que c'est important en architecture hospitalière ou médico-sociale de prévoir le coup d'après, la construction, et voilà. Donc c'est un projet qui devra être soumis à l'ANAP avant fin juillet. Il y aura un communiqué de presse qui paraîtra la semaine prochaine, et vous pourrez vous inscrire sur le site de l'ANAP. Il suffit de venir récupérer le dossier d'inscription. Donc si vous voulez le faire, faites-le. Si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés, transmettez l'information. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je laisse la parole à Émilie qui va conclure. Je ne sais pas si ça marche. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. C'était vraiment intéressant et ça montre que c'est possible techniquement et financièrement et dans le temps de s'adapter aux enjeux qu'on va rencontrer. Je pense qu'on n'a pas le temps pour des questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas à venir voir les uns et les autres pour pouvoir échanger. Merci à tous et puis bonne journée. On va passer la parole quand même à David, qui représente Architecture Hospitalière ici, qui va pouvoir dire quelques mots sur ce prix. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous le savez, il y a très peu de reconnaissance et de récompenses pour récompenser les projets architecturaux. En tout cas en santé, il y a beaucoup de récompenses sur l'architecture, mais pour la santé, il n'y aura jamais assez de récompenses pour gratifier, on va dire, le travail des concepteurs, des professionnels de santé, des équipes. Et donc il y a ce nouveau prix, tu en as parlé Géry, le prix ANAP Architecture Hospitalière. Donc Architecture Hospitalière, c'est la revue de référence de tous les projets architecturaux, va démarrer cette année en 2025. On invite évidemment tous les professionnels de la conception à répondre à ce prix dont la thématique cette année c'est l'hôpital durable et fonctionnel, c'est ça? Exactement. Et ça viendra ajouter une marque de reconnaissance supplémentaire chaque année pour le travail de tous ces professionnels et de ces hôpitaux qui se construisent. Donc évidemment vous serez les bienvenus. Et puis voilà, c'est très bien, on est très contents. En tout cas merci à l'ANAP pour cette collaboration. Et on espère qu'il va y avoir beaucoup de dossiers remplis et que vous serez nombreux. Maintenant, vous êtes invités, si vous le souhaitez, à boire une petite coupe de champagne, avec modération évidemment, juste derrière vous sur le stand de Salto Aérocom. Et vous êtes toutes et tous conviés. On vous souhaite une bonne journée, un bon salon et puis profitez bien de cet espace d'échange. Merci.